Bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être présent ce matin. On est vraiment ravis de vous accueillir sur le festival. C'est une grande joie pour nous. Alors, je suis un des organisateurs, donc d'organiser tout ça pour vous. On a la chance aussi de pouvoir faire des sujets super sympas comme celui dont on va parler aujourd'hui. Je vais parler rapidement de ce qu'on va évoquer, présenter nos invités. Mais avant de démarrer tout ça, vous présenter les excuses de Nathalie, qui viendra nous rejoindre en cours de conférence parce qu'elle est sur une autre conférence qui est un petit peu en retard. Donc on lui fera une standing ovation quand elle va arriver, qu'elle prendra place et on l'accueillera comme il se doit, mais on ne va pas l'attendre pour démarrer. Je dois aussi dire quelque chose que je risque d'oublier tout à l'heure, donc je le fais aussi tout de suite avant de démarrer. On a mis sur toutes les tables rondes l'anthologie du festival pour que nous, les modérateurs, on pense à vous en parler. Alors on vous en parle pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'elle est très bien. Il y a beaucoup de nouvelles inédites, j'en ai lu la moitié pour le moment, c'est super bien, des articles de chercheurs, etc., et chercheuses sur le thème de l'utopie, donc à la fois du divertissement, la vie des écrivains, des auteurs, et aussi des articles de fond. Mais l'autre bonne raison d'aspect, c'est un peu comme dans les Restos du Cœur, c'est pas pour les repas, pour ceux qui en ont besoin, mais c'est pour nous aider à garder le festival gratuit, évidemment. À chaque fois que vous contribuez, ça nous aide tous, donc vous pouvez l'acheter dans les temps des libraires et éditeurs sur la place. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va attaquer le vif du sujet pendant que les personnes s'installent aussi. Donc, en faisant un thème sur l'utopie cette année, on s'est dit, l'utopie dans le jeu vidéo, qu'est-ce que ça peut donner? Moi, c'est une partie que j'apporte dans le festival, la partie jeu vidéo, donc je trouvais que la thématique était super intéressante. J'en ai parlé à quelques amis qui m'ont dit, mais ouais, c'est vrai, ça, c'est une super bonne question, il y a déjà plein de trucs à dire, il faut faire une conférence là-dessus, une table ronde, et donc l'idée a germé comme ça, et voilà pourquoi certaines personnes autour de moi sont là pour en parler avec nous et avec vous. On gardera du temps pour les questions. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui ont réfléchi aussi, qui ont des choses à dire ou à nous demander. Mais c'est le moment de présenter nos invités. Donc je commence par Guillaume, qui est le plus loin. Alors on n'a pas respecté l'ordre des photos, je ne savais pas comment vous alliez vous asseoir. Donc bon, voilà. Donc Guillaume Bachelier, qui est universitaire. Et puis, alors, il a une longue présentation, il est chercheur associé à Bordeaux, et puis il a aussi une actualité à nous donner. Mais pour ceux qui ont suivi le festival l'an dernier, il nous avait fait une conférence super sur les monstres dans le jeu vidéo, et les monstres mécaniques en particulier, puisque l'an dernier c'était le thème robot. La vidéo est sur le net, chaîne YouTube Hypermonde, si vous voulez la regarder, c'était top. Merci à toi d'être avec nous. Est-ce que tu veux nous donner ton actualité? Oui, j'ai un livre qui sera à paraître, alors malheureusement il n'était pas là pour le festival, ça sera d'ici 15 jours. Aux éditions Rouge Profond, qui va s'intituler Havre de peur, lieu d'horreur en jeu vidéo, et qui va traiter du motif de la ville dans les jeux vidéo d'horreur. Voilà. Donc c'est pour très très bientôt. Super, merci. Vous avez vu, on fait comme à la télé, à la radio, l'activité de promo et tout, c'est rigolo à faire. Alexandre maintenant, qui nous fait l'amitié d'être présent. Donc Alexandre, il est lead artiste environnement au studio Ubisoft à Bordeaux. Et pareil, sur cette thématique-là, il y a plein de choses intéressantes à nous dire. Dans une vie antérieure, il travaille dans un studio indépendant. Il a 8 t-shirts et Pawarumi présente son jeu. Il y a 5 studios qui sont présents ici, qui présentent des jeux qui sont faits ici, dont Pawarumi, qui est le jeu de Manufacture 43. Donc c'est cool d'avoir le t-shirt, c'est sympa. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Alors à l'heure actuelle, je travaille sur Beyond Good and Evil 2 à Ubi et Bordeaux du coup, qui n'est pas totalement un monde utopique, on est bien dans la dystopie, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant et j'ai hâte qu'on puisse commencer à en parler. Merci à toi. Et bon, il y a une petite blague entre nous, hein, c'est qu'en général, quand on travaille dans les studios de jeux vidéo, jamais le droit de dire sur quoi on travaille, c'est secret, donc merci beaucoup. J'ai pu en parler cette fois-ci. Et on termine par Geoffroy, on présentera Nathalie quand elle arrivera. Donc Geoffroy aussi, qui nous fait l'amitié d'être présent et l'an dernier et cette année avec Nicolas Fouquet, directeur artistique du studio Novavox. Ils sont présents eux aussi comme Pawarumi pour montrer leur jeu, comme Manufacture 43 pour Pawarumi, pour présenter leur jeu. Donc n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à aller voir après. C'est dans la partie estrade en bois de la médiathèque au rez-de-chaussée. Donc tu es à la fois, Geoffroy, auteur et scénariste et spécialisé dans la fiction interactive, c'est ce que fait Novavox. Tu es un des gérants fondateurs. Et est-ce que tu as une actualité à nous partager? Oui, on travaille sur un jeu évidemment qui devrait sortir en début 2023. Ce jeu s'appelle Unofline, c'est un roman graphique interactif. On est quelque part entre la bande dessinée, le livre dont vous êtes le héros pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu ça dans les années 80 et la fiction interactive. Et ça parle de changement climatique et d'un futur un peu dystopique aussi dans lequel rien n'a été fait pour endiguer le changement de climat. Et on suit une famille qui remonte depuis l'Espagne vers des terres plus habitables et on les suit durant leur périple. Et les choix qu'on fait évidemment vont dépendre
leur survie en dépendra. Super, merci beaucoup, c'était bien de prendre le temps de faire connaissance. On va parler ensemble de thématiques autour de cette question-là. Hein. Quand on l'a préparé, on s'est posé la question pourquoi effectivement dans le jeu vidéo on montre toujours des choses violentes, pourquoi c'est souvent des jeux de combat, des jeux, même quand c'est des jeux de construction ou de gestion, c'est souvent de la compétition. Il faut faire mieux que les autres, avoir plus de points que les autres, il faut gagner, etc., etc. Donc beaucoup de choses aussi qui sont dans des univers post-apocalyptiques. Donc il y a eu la catastrophe, comment on survit après, etc. Donc des choses, mécaniquement, il y a des choses intéressantes à dire, il y a du drama, il y a plein de choses à raconter, mais c'est souvent des dystopies ou des choses qui finalement ne sont pas du tout pour nous faire rêver un monde meilleur ou autre. Il y a quelques exceptions, on en parlera, mais souvent effectivement, il n'y en a pas ou pas beaucoup d'utopie ou notion d'utopie dans nos jeux vidéo qu'on aime tant. Pourquoi? Donc c'est une des questions dont on va discuter. Est-ce que c'est lié aux créateurs? Est-ce que c'est lié aux joueurs? Est-ce que c'est à l'industrie, à ses mécaniques de financement? Est-ce que c'est parce que c'est une industrie mondiale et qu'on n'a pas tous les mêmes approches sur ces sujets-là, donc on s'interdit peut-être de travailler sur ces sujets. Enfin, on va discuter tout ça ensemble. Et puis, on va aussi discuter, puisqu'on a la chance d'avoir des créateurs avec nous, avec une des questions qui se posent avec les mécaniques de world building dont on parle souvent dans le jeu vidéo, surtout quand c'est des mondes ouverts. Pourquoi pas profiter de ces outils-là pour faire des mondes ou des tentatives de mondes meilleurs? Est-ce que ça serait possible de le faire? Quels seraient les freins? Et puis aussi, en transversal de tout ça, vous savez qu'on parle beaucoup de la guerre des récits. Dans un monde qui est un petit peu dur, on dit que les auteurs d'imaginaire ont un rôle à jouer pour essayer d'imaginer des lendemains meilleurs qui font envie, qui donnent envie à tout le monde de se projeter malgré les difficultés actuelles. Et c'est très vrai, on a beaucoup parlé, ici on parle beaucoup de science-fiction, on a beaucoup parlé de dystopie, on y est un petit peu déjà. Comment on renverse un peu la mécanique dans le récit et parler de choses un peu plus optimistes dans le mouvement solarpunk ou punk, on parle beaucoup de ce genre de choses. Est-ce que le jeu vidéo a un rôle à jouer aussi dans tout ça? Voilà un petit peu le cadre qu'on s'est donné. Et on a quelques questions à poser à nos intervenants, écouter leurs réponses et discuter de tout ça. Et on va démarrer tout de suite par une... Alors, ça a beaucoup été discuté dans les conférences ici, donc on va vraiment faire très court. Mais vous demandez à chacun votre propre définition de l'utopie. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Pour qu'on voit de quoi on parle à peu près et si ça correspond aussi à ce que vous avez en tête. On commence par toi, Geoffroy. C'est quoi l'utopie, les utopies pour toi? Pour moi, l'utopie, c'est un état de grâce de société qui peut durer pendant une période plus ou moins longue, pendant laquelle tout va bien, en fait, tout simplement, où les conflits sont résolus, il y a une abondance pour tout le monde, et je pense que ça fait à peu près le tour de la question. Ok, ça marche. Pour toi, Alexandre? Pour moi, je pense que c'est déjà, avant tout, c'est un principe philosophique qui sert à montrer un but ultime de société, comme disait Geoffroy, bien organisée et où tout le monde peut s'épanouir sans rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Et c'est souvent à partir d'un set de règles. Donc c'est intéressant dans le jeu vidéo parce que les sets de règles, on en fait beaucoup. Et c'est un set de règles auquel des gens adhèrent pour construire un but commun plutôt vertueux en général. Ok. Et toi, Guillaume? J'ai plus grand chose à rajouter, mais oui, je suis complètement d'accord avec l'idée que ce soit un projet politique et philosophique. Et je pense que ce qui est important dans l'utopie, c'est que c'est avant tout un désir. C'est quelque chose vers lequel on tend, et j'ai peut-être dans l'idée, alors c'est mon côté tristement pessimiste, mais que c'est un désir qui n'a pas vocation à être réalisé, à être assouvi. C'est-à-dire que c'est quelque chose vers lequel on va, de là à l'atteindre, c'est une autre question. Et ce qui, je pense, qui peut être aussi très intéressant pour le jeu vidéo, au-delà bien évidemment de la notion de règles installées, et qui, voilà, c'est le fonctionnement même d'un jeu vidéo, c'est qu'on a, et c'est dans le nom même Utopie, ça a été discuté dans les autres conférences, on est sur la question du lieu. Ouais. C'est un lieu, un non-lieu, c'est littéralement le sens du mot utopie, au sens strict, et le fait que ce soit un lieu spécifique et un lieu qui soit détaché, c'est un élan de séparation. L'utopie, c'est quelque chose qu'on veut créer à part, c'est littéralement, quand on va vous parler de world building dans le jeu vidéo, c'est le fait de construire un monde à part entière qui a ses règles et qui est extérieur à une réalité qui l'entourerait. C'est littéralement un monde de jeux vidéo, on est littéralement là-dedans, donc ça ouvre beaucoup de pistes. Merci beaucoup. Alors, je vous avais promis l'arrivée de Nathalie, encore de conférence, et je vous avais demandé une standing ovation pour Nathalie. Merci beaucoup, elle a la gentillesse de courir d'une conférence à l'autre. Merci à toi.
Alors, je te présente rapidement et après je te demande ton actualité, comme ça on reboucle avec la présentation et on était sur nos petites définitions personnelles d'utopie avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi j'ai noté pour toi, parce que tu as plein de casquettes, hein, tu étais professeur d'école, tu étais critique littéraire, autrice, conférencière, essayiste et spécialisée en pop culture. C'est ça. C'est ça? Est-ce que tu as une actualité à partager avec nous? Oui. Bonjour à tous, je viens de parler pendant 1 heure d'utopie dans le comics et on en a conclu que c'était pas gagné, donc j'espère que dans le jeu vidéo on aura une conclusion un peu plus positive. Alors le 5 octobre j'ai un ouvrage qui sort sur Lovecraft et le mythe de Cthulhu où moi je parle de mécanique de jeu dans l'horreur et comment retranscrire l'horreur Lovecraftienne qui est si particulière en jeu, mais il y a une grosse partie du bouquin aussi qui est sur le jeu vidéo et notamment Alone in the Dark et compagnie, enfin tous les jeux qui ont amené aux jeux d'horreur qu'on connaît, voilà. C'est chez Inis. Super, merci beaucoup. Donc là aussi, pas beaucoup d'utopie dans les mondes imaginés par Lovecraft. Bon, on sent les grands anciens peut-être. Alors, on faisait le petit tour de table de la définition de chacun des utopies. Je complète vos points de vue en disant c'est tendre vers un monde idéal et cette définition du monde idéal, elle dépend souvent des époques. Et ça, c'est intéressant à noter parce que le jeu vidéo, c'est assez contemporain. Ce que nous, on peut imaginer comme monde idéal aujourd'hui, alors il y a des points communs avec ceux qui les ont réfléchis il y a 2, 3, 4, 5 siècles déjà. Pas de guerre, moins de disparités sociales, moins de problèmes de maladie, des choses comme ça, on va être rapidement d'accord. Donc effectivement, dès qu'on a des choses violentes, compétitives, où l'argent est la valeur dominante, on va assez rapidement dire ok, on est en phase. Mais le monde idéal auquel on peut aspirer aujourd'hui, il va dépendre de la position qu'on a dans la société. Si on est plutôt en réussite ou plutôt en échec, on n'imagine pas forcément la même chose. Du pays dans lequel on habite et de l'époque dans laquelle on est aussi. Et pour nous, c'est très intéressant cet aspect-là parce qu'effectivement, le jeu vidéo, c'est quand même très contemporain par rapport à d'autres techniques d'expression. Alors, on a dit, pourquoi si peu d'utopie dans le jeu vidéo? Donc c'est une affirmation, en posant la question pour y réfléchir, mais est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'effectivement, il y a très peu d'utopie dans le vidéo et on va, en faisant un petit tour de table rapide, lister les jeux auxquels nous on a pensé, dans lesquels il y a un peu d'utopie et vous allez voir que normalement on ne va pas en trouver des dizaines et des dizaines. Il y a quelques noms qui font revenir, j'ai mis quelques images peut-être pour voir si j'ai pensé au même jeu que vous. Et puis une fois qu'on sera d'accord sur le constat, on va discuter ensemble de pourquoi effectivement il y en a si peu. Alors qui veut commencer? Qui a une idée ou deux de deux jeux dans lesquels, des contre-exemples donc, dans lesquels il y a de l'utopie ou des morceaux d'utopie? Vas-y. Maintenant que j'ai repris mon souffle. Alors oui, il y a un jeu que j'aime bien qui est sorti en 2018, en février 2018, qui s'appelle Echo. Je suis professeure et du coup, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'il y a une démarche éducative où en fait c'est un jeu massivement multijoueur qui est encore en bêta 4 ans après, mais qui devrait être une bêta perpétuelle. C'est un forever game, donc on arrive, on a un environnement brut, un écosystème complet, et à plusieurs joueurs, on va devoir reconstruire une civilisation. Tout en faisant attention aux ressources naturelles et chaque décision qui est prise par le collectif en fait a une influence sur l'environnement plutôt réaliste et vraiment ça interroge sur tous les choix que peut faire une société. C'est très intéressant parce qu'on est plusieurs, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une vraie dominante sur le climat qui est malheureusement une préoccupation extrêmement urgente pour laquelle peu de gens se bougent vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la fois intelligent, intéressant, un peu dur parce que ça fait aussi réfléchir sur, ça nous renvoie à la réalité dans laquelle on vit qui est un peu plus dystopique qu'utopique. Et voilà, Echo, vraiment une très belle surprise en termes de jeu utopique et même s'il y en a d'autres, j'ai beaucoup joué à Populous il y a très longtemps, aux Sims ou à Civilisation, très vite dans ces jeux-là, les catastrophes et la guerre ou les conflits apparaissent, alors que là, on est sur des conflits de décision où on débat, mais ensuite, de toute façon, les conséquences, si on bouffe toutes les ressources, il n'y en a plus, point. Il n'y a pas d'échappatoire, on ne revient pas quand on est mort avec tout son staff, quoi. Geoffroy, tu veux poursuivre? Oui, effectivement, il y a les jeux je pensais aux jeux de construction type Civilisation et autres. SimCity, par exemple, je suis pas spécialiste de ce genre de jeu-là, mais je suis vraiment du côté narratif. Mais dans le souvenir SimCity, le but était d'arriver à un état de stase dans lequel la ville était parfaitement équilibrée et parfaitement autogérée. Donc quelque part, on peut considérer que c'est une forme d'utopie vers laquelle on tend. Après, pour revenir sur le côté narratif, il y a relativement peu de jeux qui effectivement parlent d'utopie, comme dans toutes les narrations. Une bonne narration se base sur le conflit pour qu'il y ait des enjeux. Et une utopie n'est pas forcément un setting, excusez-moi l'anglicisme, qui permet de créer des conflits et des enjeux intéressants. À côté de ça,
si on part du principe que toute utopie, si on revient aux origines de l'utopie avec l'Atlantide par exemple, qui a été détruite par un cataclysme, ou les voyages de Gulliver qui montrent des utopies qui sont en réalité, qui ont en réalité des défauts, chaque utopie a quand même chaque fois les germes de sa propre destruction. Et une utopie parfaite peut difficilement exister, ou en tout cas pas exister perpétuellement. Il y a toujours une question de déréliction sociétale qui arrive tôt ou tard. Et c'est des settings qui peuvent exister dans le jeu vidéo. Je pense à Bioshock Infinite par exemple, Bioshock, qui sont des jeux qui ont montré des formes d'utopie qui ont dérapé, quoi. Qui ont échoué, effectivement. Qui ont échoué, qui ne sont pas des dystopies initialement, qui sont pensées comme des utopies, mais comme des utopies qui avaient en elles les propres germes de leur destruction. Tout le monde connaît Bioshock dans la salle? Ça vous parle? Ouais. Donc effectivement. Merci beaucoup. Alexandre? Alors je me suis pas mal posé la question. J'avoue que je suis assez client de jeux d'action, etc. Donc je vais pas attendre vers de la gestion et atteindre des équilibres parfaits. Mais en me posant la question sur à quel moment dans un jeu vidéo on a des settings utopiques, c'est quand on peut avoir ce genre de choses-là quand les joueurs respectent un accord tacite entre eux ou avec son développeur. Un bon exemple de ça, c'est quelque chose de très connu, Minecraft. C'est un système de règles dans lequel des accords tacites peuvent être créés pour tendre vers l'utopie. Parce que déjà on a de la ressource infinie dans Minecraft. Parce que le monde est infini par essence, donc du coup tous les conflits à base de ressources n'existent plus. Après on peut aller piller les autres, mais s'il y a un accord tacite, s'il y a une micro-société en fait qu'on crée dans Minecraft, avec des accords qui sont respectés entre joueurs, en fait on va tendre vers de l'utopie. Mais ça doit venir du joueur et de la part si ça se fait de la part du développeur, on va être beaucoup plus dans un système de règles contraints, et du coup ça va être la vision de l'utopie du développeur et il faut que le joueur accepte ça. Et c'est quand même assez peu fait. En effet, à part Minecraft, j'ai pas beaucoup de trucs, et à part peut-être des paradigmes dans des jeux de stratégie, genre Age of Empires, si vous êtes tout seul dans votre map et que vous faites la course aux merveilles tout seul contre vous-même, les IA que vous contrôlez dans le jeu, en fait, elles sont codées pour accepter vos décisions, et elles ne remettent pas en cause ça, et la civilisation que vous contrôlez, en fait, elle va aller vers un but ultime commun d'une civilisation. Et dans ce paradigme-là, on est quasiment dans un système utopique, en fait. Donc c'est des moments plus que des propos, quoi. Merci beaucoup. Et pour toi, Guillaume? Je vais te coincer encore une fois, tout a été dit. Mais, au prochain tour de table, on démarre dans l'autre sens. Mais je suis d'accord, j'allais venir sur le même point à propos de Minecraft, c'est que je pense que ce qui relèverait le plus d'utopie, c'est non pas ce qui est mis en place forcément en termes de contexte narratif par les développeurs, mais pas forcément effectivement d'exemples qui soient flagrants, c'est plutôt au niveau des pratiques du jeu. Et effectivement, toutes les pratiques communautaires avec une gestion, on va dire, positive de la communauté peut amener effectivement à avoir des pratiques qui relèvent de l'utopie. Et effectivement, un serveur Minecraft géré par des gens très bienveillants qui ont pour même objectif de faire quelque chose qui fonctionne et qui répond aux usages de toutes les personnes sur ce serveur pourrait ressembler à quelque chose qui relèverait de l'utopie. Après, pour rebondir à ce qui a été dit tout au début sur tout ce qui relève du jeu de gestion, je pense que les jeux de gestion, c'est, en tout cas les city builders, c'est typiquement le faux ami par excellence. C'est-à-dire qu'on est sur un système où, dans l'idée, c'est de faire une ville qui serait en autogestion, qui fonctionnerait parfaitement bien, les City Skyline et compagnie, des jeux qui mettraient en place des systèmes urbains qui fonctionneraient parfaitement. Sauf qu'en réalité, si on y regarde de près, on est déjà sur un éloge de l'ultra-capitalisme, on est sur des fonctionnements où on se rend compte que pour avoir une ville hyper efficace, il faut qu'elle soit hyper polluante et qu'on ait une masse salariale qui soit ultra exploitée. Donc après on a les idées politiques qu'on veut, mais on est sur ce type de système-là. C'est pas forcément ce que j'accolerais au terme d'utopie. Ça reste carrément discutable. Mais par contre, ce que ça relève,
quand on met ça en parallèle aussi avec ce que j'évoquais au début, ce qui était évoqué sur les usages de Minecraft, c'est effectivement que l'aspect utopique, il est du côté des pratiques de jeu. Et si on veut prendre le truc à rebrousse-poil, et qui va peut-être nous aider pour éclaircir cette histoire d'utopie en jeu vidéo qui est très peu présente, c'est que le système de jeu, à mon avis, peut relever d'une utopie, dans le sens où on a un dispositif de jeu qui est mis en place avec un certain nombre de règles à suivre, et est-ce que finalement le fonctionnement utopique il n'est pas là? C'est-à-dire que moi mon objet d'étude à titre personnel c'est le jeu vidéo d'horreur. Un bon jeu de vidéo d'horreur c'est extrêmement éloigné de ce qu'on pourrait appeler une utopie, mais en tant que système de jeu, quand le jeu est hyper efficace en tant que jeu d'horreur, c'est un fonctionnement, quand on le regarde pour ce qu'il est sur lui-même, qui est totalement idéal. Et quand on a envie de lâcher la manette, c'est qu'a priori le jeu il fait très bien son boulot et que en tant que dispositif, il a atteint un but qui dans un certain sens pourrait être une utopie. Alors, je regarde vos réactions en même temps que Guillaume parle. Quand il parle de jeux vidéo d'horreur, je vois des acquiescements un peu partout. Effectivement, c'est un point très intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera plus des pratiques. Merci beaucoup pour le tour de table. En t'écoutant, je pensais à un MMORPG dont j'avais oublié le nom en préparant, qui s'appelle A Tale in the Desert. Une version 1 et 2, pas beaucoup de joueurs, 5000 à chaque fois. Mais les pratiques étaient très particulières, un ami qui jouait beaucoup, pas de combat, des développements scientifiques, techniques, des progrès, des merveilles, et du jeu vraiment collectif ensemble. Avec des gens qui trouvaient ce qu'ils ne trouvaient pas dans les autres jeux à l'époque. Donc effectivement, dans certaines mécaniques ou certains jeux de niche, on retrouve ça. Tu veux réagir, Alexandre? Ouais, je voulais rebondir un peu sur les accords tacites qu'il y a entre les développeurs et les joueurs. Et vu qu'un développeur, c'est comme c'est un créateur, okay, comme un auteur de science-fiction, comme un philosophe, il va créer un postulat. Et l'avantage du jeu vidéo, c'est que c'est des postulats forts et contraints. Et que du coup, ça permet vraiment aux joueurs, à partir du moment où ils acceptent ces contraintes-là, de pouvoir s'épanouir dedans. Et dans le futur, même dans le futur très très proche, il y a quelque chose qui va arriver, c'est les métaverses. Et les métaverses, au début, c'est l'utopie parfaite, parce que tout est mis en place pour que les gens s'épanouissent dedans, ou au moins créer une version épanouie d'eux-mêmes, même virtuelle, où la violence est interdite, parce qu'elle est modérée très fortement, etc. Et en fait, c'est des principes philosophiques très très forts, qui sont impulsés par les développeurs à l'intérieur du jeu, et auxquels les joueurs doivent accepter, sinon ils ne jouent pas. Donc c'est une utopie avec un choix. Alors, je vais donner la parole à Nathalie juste après. Sur le métaverse, j'avais pas prévu qu'on en parle, mais on pourrait, il y a objet de débat, parce que si c'est comme le web qui était une utopie de BR, à partir du moment où le web 2.0, les commerciaux, la pub a pris le contrôle dessus, c'est plus une dystopie maintenant qu'une utopie. Merci les bloqueurs de pub, etc. Et pour le métaverse, vu les enjeux, j'ai l'impression que ça peut tourner pareil. Et puis après, il y a des enjeux écologiques, il faut beaucoup de puissance, etc. pour supporter tout ça. Donc bon, à voir si ça suit le modèle du web ou pas. Je ne t'oublie pas, mais avant, je voudrais donner la parole au public sur notre petit tour de table. Est-ce que vous avez dans le public d'autres idées de jeux utopiques que l'on n'a pas citées et que vous aimeriez nous soumettre? Flower. Ah, très bien, bien vu. Et J'allais dire Animal Crossing, mais il y a de la dette dedans. Ah, il y a de la dette, oui. Une utopie capitaliste. Les navets, c'est bon. On passe son temps à rembourser un emprunt. Oui. Et monsieur? Les jeux de style Harvest Moon et c'est dérivé dont je me rappelle. Allez, une notion de productivité quand même. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Qui peuvent finalement être. Oui, effectivement. Sur certains 4X aussi, on peut retrouver ça. Il y a des voies de développement qui peuvent être plus utopiques, guerrières ou compétition, effectivement. Merci beaucoup. Je te donne la parole juste après en réaction, mais pour finir sur cette partie-là, donc j'ai pas mis beaucoup d'images par manque de temps de préparation, bien sûr, mais surtout parce qu'on était là pour discuter ensemble et pas mettre des vidéos, des trailers et plein d'images, mais quelques-unes quand même pour vous donner des idées. Vous l'avez cité, bravo. C'est mon jeu utopique favori, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, on souffle sur des pétales de fleurs et grâce à ça on soigne le monde, on met en route des éoliennes et tout, c'est magique. Et c'est doux, c'est zen, ça change. À faire avec les enfants en famille, ça marche bien aussi. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ah, vas-y. Dans Flower, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'humain. C'est Et l'utopie, c'est un principe de société humaine. Ça en fait. coûtait moins cher à faire comme jeu, je pense, pour ça. Mais oui, tu as ça- raison.
Non, je suis d'accord. La question c'est est-ce que, parce qu'on parlait par exemple pour les jeux, les 4X, un run pacifiste, est-ce que c'est finalement, voilà, est-ce qu'on va sur quelque chose d'utopique parce qu'on est pacifiste? La question reste à débattre. Complètement. Et les utopies sont souvent des visions personnelles. Hein. Vous l'avez dit qu'on avait parlé, par exemple, un Américain qui va jouer à The Sims, ou même SimCity, pour lui, ça fonctionne bien. Quelqu'un qui est occidental, européen, de gauche, et qui dit mais tout est basé sur l'argent, sur métro, boulot, travail, il n'y a pas d'expression artistique, c'est quoi cette vie dans The Sims que vous me proposez? Ou c'est quoi une vie où toujours plus de béton, de machin, etc. Donc c'est très relatif. Mais merci pour la réaction sur Flower. En tout cas, ça reste un jeu zen. Sur Flower, juste un point, c'est que dès lors que le joueur rentre dans l'histoire, cela fait société. Alors je suis d'accord avec monsieur. Et donc, dès lors, on n'est pas sur une narration dissociée de celui qui rentre dedans et des autres qui en parlent ensemble collectivement. Et dès lors, ça devient une utopie par ce biais-là, parce que de fait, ça fait société, ça fait communauté. Dès qu'on rentre dans le jeu, ça fait société. Effectivement, moi j'aurais complété en disant que pour moi, il y avait bien une société, puisque j'incarne quelque chose et surtout, je remets en route des éoliennes. Je les mets pour quelqu'un, ces éoliennes en route, par rapport aux centrales à charbon ou autres, etc. C'est pas juste pour la nature. Et donc les humains, ils sont là parce qu'on imagine qu'ils y sont, qu'on fait les actions pour eux, même si on les voit pas dans le jeu. Mais c'est une vision très personnelle. Alors, autre jeu, ça a été évoqué aussi, Minecraft. Effectivement, on collabore. Et dès qu'on collabore, déjà, c'est une façon de faire les choses ensemble et de faire société ensemble plutôt que d'être en compétition. Les ressources sont infinies, ça c'est pas forcément réaliste, mais c'est intéressant, ça a été cité aussi. BioShock, ça a été cité pour la réalisation de l'utopie libertarienne que le milliardaire avait construit sous l'eau, qui n'a pas marché. Ça, c'est ce qu'on découvre dans le jeu. Pour ceux qui n'ont jamais joué, je vous invite à jouer. Mais quand on joue, on n'a pas l'impression du tout d'être dans une utopie, même si elle est partout là, mais elle a effectivement échoué. Alors vous n'avez pas de micro, donc c'est compliqué pour ceux qui voudront entendre la conférence après. Je vous donnerai plus la parole après sur les temps de questions-réponses. Je vous ai fait participer pour le petit sondage des idées de jeu, et puis après on fera un petit temps d'échange après, mais avec micro, pour que ça puisse être enregistré. Seas of Resilience, c'est des Bretons qui ont fait ça. On est sur un petit jeu de gestion, on est sur une île déserte, naufragée, mais le concept intéressant, c'est que les ressources sont limitées. Comme dans la vraie vie aujourd'hui, on l'a bien compris, et il faut vraiment en tenir compte pour y arriver, sinon on transforme ça en livre de Pâques et ça ne marche pas. Et voilà, ça c'est très bien, donc des développeurs indépendants qui avec des petits moyens, mais des belles idées et beaucoup de cœur, ont fait quelque chose dans lequel il y a des petits bouts d'utopie, même si ce n'est pas une utopie complète. Et puis je termine par celui-ci sur le petit tour d'horizon. Il est souvent méconnu, il a souvent été cité dans les écoles de jeux. Il est sorti en 2007. Peacemaker, c'est un jeu de la catégorie des serious games. Pour ceux qui connaissent, c'est des jeux vidéo qui ont un but principalement sérieux, d'où le nom, apprendre, faire passer un message, réfléchir, plus que juste se distraire, même si on utilise des mécaniques de jeux vidéo classiques comme les moteurs, les mécaniques de gameplay, ou ça peut être ludique aussi, mais le but principal est sérieux. Dans ce jeu-là, le but c'est d'essayer de se mettre à la place soit du dirigeant palestinien, soit du dirigeant israélien, et d'essayer de trouver comment faire la paix, et comment résoudre ce problème-là, pour qu'un jour il n'y ait plus de conflit entre ces deux partie, un petit peu comme pour ceux qui sont un peu vieux, on a toujours connu la guerre en Irlande, et puis un jour ils ont trouvé le chemin pour faire la paix et puis avancer. Mais on imaginait que c'était impossible. Et en fait, en donnant les clés de jeux de gestion avec des contraintes politiques assez fortes, etc., on peut aider les futurs politiciens, les futurs responsables des deux pays à imaginer ça. Et je disais ça aussi parce que l'utopie est relative. Pour un Palestinien, l'utopie, c'est peut-être tout simplement d'imaginer qu'il n'y ait plus ce conflit perpétuel dans son pays et qu'on puisse vivre en paix avec ses voisins. Nous, de loin, on a une autre vision peut-être, mais ça va être juste simplement ça, vivre en paix, heureux avec ses voisins. Comment on fait ça? Et comment les politiques réussissent à faire ça? Donc il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Je termine là-dessus. Le nom du studio, c'est Impact Games, je crois. Et donc rien que dans le nom, il y a la mission du studio. Bon, après, quand on fait des serious games, c'est dur de faire gagner sa vie et du business. Hein. On a quand même envie de s'amuser quand on fait des jeux vidéo, et là c'est vraiment très sérieux. Mais c'est intéressant comme démarche. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Je te donne la parole, tu voulais réagir, et puis on rentre dans le vif du sujet encore plus avec effectivement pourquoi on trouve 2, 3, 4, 5, 6, 10 noms au maximum tous ensemble, pourquoi pas plus. Bon alors du coup, je vais plus réagir sur ce que vous avez dit, parce qu'on a vu plein de gens entre-temps. Mais par contre, je vais vous parler d'un... Alors l'utopie, déjà, c'est un concept seulement occidental. Soyons clairs, si vous parlez d'utopie avec des Chinois, vous allez être surpris de la réponse. C'est pas compréhensible comme concept en Asie. Et du coup, c'est intéressant, parce que du coup, dans le jeu vidéo asiatique, la question ne se pose quasiment pas, quoi. Et il y a un jeu indépendant qu'on n'a pas cité, qui est intéressant, qui s'appelle I Was an Exocolonialist,
qui est une utopie du corps. Vous allez jouer sur une exoplanète, vous allez construire une civilisation et vous allez pouvoir faire évoluer votre corps avec des augmentations et aussi en termes de genre. Et c'est un des rares jeux vidéo que je connais où il y a justement cette liberté de genre. On peut changer de genre tout au long de la partie. On fait plusieurs années sur cette colonie, on arrive adolescent, on finit adulte, on joue 5 mois par an. Et donc pendant ce temps-là, on évolue, on fait des études, on choisit un métier, il y a énormément d'éléments scientifiques dans le jeu. Et il y a aussi cette question du genre. Et du coup, l'utopie de société rejoint l'utopie individuelle, d'idéal qu'on voudrait être et d'idéal qu'on voudrait vivre. Et voilà, ça fait partie. Je pense que dans le milieu indépendant, on a plus de facilité à faire de la narration autour de l'utopie parce que dès qu'on enlève les enjeux capitalistes, c'est plus facile. Et puis, il y a beaucoup de jeux indés où il y a très peu de drama, finalement, on suit un fil assez tranquille. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils peuvent traiter ce thème-là. Merci beaucoup, et ça fait la transition vers la deuxième partie que l'on voulait aborder tous ensemble, qui était effectivement, une fois qu'on a un petit peu partagé ce constat tous ensemble, qu'il y a effectivement très peu de jeux qui traitent de l'utopie ou qui ont des aspects utopiques forts à l'intérieur. Donc pourquoi on fait ce constat ensemble? Donc je sais qu'en préparant, vous y avez tous un petit peu réfléchi, donc on va avoir cette discussion ensemble. On va démarrer par Guillaume cette fois-ci, et puis après on fait le tour de table gentiment, mais là c'est plus libre. Si vous voulez réagir les uns les autres à cette réflexion collective, n'hésitez pas, et puis je modérerai si besoin pour vous donner la parole. Et après, on a encore 2-3 sujets à évoquer aussi avec vous, on vous donne un temps de parole à la fin, promis. Cette fois j'inaugure. Moi mes dessous sur la question, c'est que c'était lié à des questions vraiment purement de game design et d'intérêt pour ce qu'est un jeu. Et sans refaire un grand flashback sur les Game Studies, ce qui est intéressant, c'est que pour résumer de manière très simpliste, on a comme intention, comme motivation au jeu, des choses qui ont été repérées déjà il y a très longtemps par Roger Caillois. Alors c'est des choses qui ont été débattues dans le jeu vidéo avec beaucoup de pros mais aussi des anti. Mais en tout cas voilà, une analyse qui était anthropologique du jeu en tant que tel, pas du jeu vidéo. Vraiment là on est sur un ouvrage qui a été rédigé dans les années 50-60, je vais dire une grosse bêtise, je me souviens plus de la date exacte. Mais on a des intentions, des éléments qui motivent la pratique du jeu, qui sont liés à la fois avec le hasard, ce qu'il appelle l'aléa, le fait de jouer à quelque chose, de faire semblant de la mimicrie. Donc là il emprunte le terme à l'anglais. On a l'e-lynx qui est le vertige et qu'on retrouve dans des jeux et des pratiques vraiment liées au fait de s'étourdir littéralement. Et surtout on a un élan qui est principal au jeu vidéo, qui est l'agone, qu'on retrouve, là il emprunte le terme grec et qu'on retrouve dans le terme antagoniste, et qui est le fait de s'opposer à quelqu'un et le fait d'avoir une pratique du jeu où on va faire semblant d'établir une égalité des chances entre les pratiquants et on va leur demander de se mettre au-dessus, littéralement. Et il se trouve que cette pratique, elle sied parfaitement bien aux jeux vidéo, où l'idée d'un affrontement, le fait de résister à une opposition, on parlait de contrainte tout à l'heure, moi c'est vraiment quelque chose, je suis un fervent défenseur de cette idée que le jeu vidéo c'est avant tout de la contrainte, et de la contrainte ludique, de la contrainte consentie, mais de la contrainte. Et le jeu vidéo d'horreur, c'est pour ça que ça m'a intéressé, c'est vraiment un support où la contrainte elle est essentielle, sans friction, il n'y a pas de possibilité d'avoir un jeu d'horreur, et quelle qu'elle soit, de l'ordre concrète, ludique ou psychologique, mais cet élan, l'agone, c'est vraiment ce qui va driver dès les origines le jeu vidéo, que ce soit à travers quelque chose qui est de l'ordre du conflit. Alors ça s'entrecoupe avec plein de thématiques parce que c'est pareil, c'est des choses qui ont été beaucoup analysées en Game Studies, le fait que l'industrie du jeu vidéo elle a quand même à voir avec tout un imaginaire militaire, militariste et masculiniste aussi, donc ça c'est quelque chose qui a vraiment frayé tout un courant de pensée dans le game design, même si maintenant justement les développeurs indés cherchent à s'extraire le plus possible par plein de voies différentes de ce courant-là, mais le jeu vidéo mainstream s'est énormément inscrit dans cette idée-là, avec l'idée d'opposition, de compétition, même si on peut aller sur des compétitions beaucoup plus sympathiques, on peut le voir avec un jeu comme Splatoon à l'heure actuelle, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux, d'enfantin, mais on est dans la compétition quoi qu'il arrive, et ça a permis de construire des récits d'un côté, de construire des pratiques ludiques qui vont être de l'ordre de l'opposition. Et l'opposition, c'est beaucoup plus rigolo que l'entente, d'une certaine manière, même si collaborer, on l'évoquait tout à l'heure, c'est très chouette, mais c'est parfois et souvent collaborer, il n'y a qu'à penser à World of Warcraft, les uns contre les autres. C'est des groupes qui collaborent, certes, mais pour se mettre sur la tête en opposition.
Et finalement, toute cette manière de penser le game design, de penser le jeu, va induire des cadres qui sont souvent beaucoup plus intéressants quand les cadres ne vont pas bien. Et la dystopie, donc l'envers de l'utopie, ou l'effondrement de l'utopie, on parlait de Bioshock tout à l'heure, c'est un cadre qui est beaucoup plus propice à se mettre sur la tête qu'un endroit où tout se passe bien. Tout à fait. Est-ce que pour raconter des histoires, effectivement, il faut des oppositions, du drama, on peut faire autrement, mais c'est compliqué. Est-ce que tu partages cette analyse, Alexandre ? Ouais, je partage très bien évidemment cette analyse, mais faut pas oublier que le jeu vidéo, en fait, c'est un outil de culture, pas un outil de culture, c'est un objet de culture, et que la narration, elle n'a pas commencé avec le jeu vidéo. Les principes de narration, d'éléments perturbateurs, enfin tous ces principes-là, en fait, ils ont été posés bien avant nous. La dramaturgie fait que pour créer un intérêt pour le joueur, on a besoin de ce genre d'outils-là. Quand on parle d'utopie, on parle de principes philosophiques. On parle beaucoup moins de narration dans une utopie, en fait, en général. Et vu que le jeu est un outil de narration, le game design, c'est un outil de narration. Ça permet aux joueurs de se raconter une histoire à travers un set de règles. Du coup, je pense que c'est une des principales raisons. En fait, quand on va aller vers l'utopie, on va aller vers l'expérience. On va pas aller vers le jeu, je pense. C'est fondamentalement la différence entre les deux, je pense. Et là, je te rejoins. Moi, je suis scénariste de jeux de rôle, donc c'est entre le récit de fiction, on va dire le roman, et le jeu vidéo, du coup. Et la première règle qu'on apprend, c'est que le joueur doit être actif. S'il doit être actif, il doit faire des choses. Il ne doit pas juste subir, il ne doit pas juste être spectateur. Donc ça nécessite qu'il ait des actions à faire. Le plus souvent, effectivement, ça va être du coup un problème à résoudre. Or, s'il y a un problème, on n'est déjà pas dans l'utopie. Donc au mieux, il y a une obligation de cohérence, parce que si vous faites faire des actions à un personnage, il faut que ça reste cohérent dans le monde dans lequel il évolue. Et si on lui fait changer le monde, au mieux, à la fin, on a une utopie. Parce que le jeu vidéo, il a une fin, donc on peut, sauf les MMO a priori, comme WoW, mais dans l'absolu, on peut espérer écrire un jeu où à la fin, on obtiendrait une utopie. Mais du coup, on se ferme les suites, ou alors il faut qu'il y ait un nouveau drame. Donc je pense que c'est comme pour la série télé, hein. Quand vous regardez une série, vous aimez bien le cliffhanger où il se passe un truc dramatique et bam, il y aura quelque chose à faire. Je pense que pour le jeu vidéo, c'est la même chose. S'il n'y a pas de rebondissement, on s'ennuie, et je pense qu'il n'y a pas un média où c'est le pire. Le jeu vidéo, on est là pour agir, donc on a besoin de choses à faire. Et après, le jeu vidéo, mine de rien, il a évolué énormément grâce à la scène indépendante, surtout dans le côté expérimental. Et les mécaniques du jeu, le contexte du jeu permet des expériences philosophiques. Est-ce qu'on va aller vers du vrai jeu ? Je sais pas. C'est plus de l'expérience philosophique que du jeu pour moi. Si je peux rebondir là-dessus, d'un coup, j'ai une illumination. Je repense à un jeu que j'aime énormément qui s'appelle Proteus, qui est un tout petit jeu indépendant et qui propose une expérience vraiment émolliente, de repos, de calme, où on apparaît sur une île qui est générée aléatoirement et on va pouvoir expérimenter le passage des saisons simplement en marchant sur l'île. La seule action qu'on peut faire, c'est marcher sur l'île. Et d'un point de vue du game design, on peut se poser la question de est-ce qu'on est encore dans une expérience qui relève du jeu ou pas ? On nous propose d'explorer une île, point barre. Et une fois qu'on a terminé les 4 saisons, eh bien, on s'élève vers le ciel, dans quelque chose de quasi mystique, hein, mais c'est avec des moyens extrêmement réduits, c'est du très très gros pixels. Et une fois que c'est terminé, le cycle se termine, on peut relancer une île, l'île sera générée à nouveau aléatoirement, mais voilà, on est de l'ordre de l'expérience, c'est parfait pour s'endormir le soir, parce que la musique en plus est très adaptée, mais est-ce qu'on est encore dans du jeu ? C'est une vraie question. Ouais, il y a des débats, mais on est dans le registre de l'expérience ludique. Et je vais donner aussi la parole à Geoffroy pour avoir ton sentiment sur pourquoi effectivement si peu de jeux vidéo. Est-ce que c'est essentiellement à cause du game design, ce qu'on évoque là, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Il y a du financement, aux attentes des joueurs, des joueuses peut-être aussi ? Donc c'est mon tour d'arriver après tout le monde et d'avoir pas grand chose à rajouter sur la question. Si on regarde de manière un peu méta la progression du joueur dans le jeu vidéo, très souvent ça passe par deux biais qui sont extrêmement ultra-libéraux, qui sont soit l'accumulation de richesse, soit l'accumulation de puissance, et souvent les deux. Et c'est très difficile de sortir de ce paradigme-là, parce que c'est un paradigme qui est très établi dans les sociétés occidentales. À côté de ça, il y a un mouvement de jeux vidéo qui s'appelle les jeux Wholesome, les Wholesome Games, qui existent depuis 3 ou 4 ans.
Je suis pas expert de ça, je sais que ça existe. Hein. Où justement le but est de sortir de ce genre de mécanique pour proposer des jeux qui vont être ludiques mais qui vont pas être dans ces mécaniques de conflit et d'accumulation de richesse ou de pouvoir. Et je me permets de rebondir sur ce que tu disais sur l'industrie. Le jeu vidéo, c'est une industrie de divertissement. Et le divertissement, ça passe par tous les mécaniques narratives, de game design, etc., dont on a parlé. Et il faut divertir les foules. Et c'est vrai que la plupart, c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose de divertissant que quelque chose qui va permettre de se poser et de réfléchir. En fait. Faut pas être naïf. La grande majeure partie du paysage culturel mondial et de l'humanité est fait pour divertir, en fait. Parce que les gens ont besoin de ça en fait. Ça reste une industrie culturelle aussi. Et, bien sûr. Et c'est comme le cinéma, d'un côté tu as le MCU et de l'autre tu as aussi des films d'auteur. Il y a tout le MCU, c'est pas des films d'auteur. D'après Martin Scorsese, c'est même pas du cinéma, je sais. On fait un autre débat là-dessus. Non, mais je te rejoins totalement sur le côté accumulation de richesse, accumulation de puissance, qui fait qu'en fait c'est très individualiste. Quand vous commencez à jouer dans une partie, votre but c'est ou de faire des points, ou de monter un niveau, c'est d'obtenir des choses. Or, en général, si on obtient plus que les autres, du coup ça crée des inégalités, et plus on avance dans la partie, plus on s'éloigne de l'utopie. Et en même temps, comme disait Alex, je pense que quand on se pose devant un jeu vidéo, après une journée de boulot, on a envie de ou se défouler, ou s'amuser, mais pas forcément de réfléchir en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un pan du développement, il n'y a pas de courant de réflexion là-dessus, etc. Hein, mais c'est une industrie de masse qui est principalement capitaliste, faut pas se le nier du tout. On a besoin de vendre des choses aux gens qui leur font du bien instantanément, etc. Quoi. Donc et puis ça permet de financer des studios, des gens qui travaillent dessus. Enfin bref, c'est vraiment, il faut pas oublier qu'il y a une industrie derrière, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus facile de vendre du drama que de vendre de la perfection statique. Après, c'est un autre débat sur l'utopie, mais... Alors, c'est intéressant. Donc, on a parlé des contraintes de design, et c'est important. Hein. Si on veut faire un jeu de gestion, c'est facile de s'inspirer d'un modèle économique où l'argent a une certaine place, on gère un parc, les gens payent une entrée, avec ça on peut agrandir le parc, etc., ce genre de choses. Donc c'est pratique. On a parlé des oppositions, on a parlé des principes traditionnels quand on écrit quelque chose avec des ressorts dramatiques, etc. Les auteurs de romans ou d'histoires répondent à la même chose quand on leur parle d'utopie. Ils disent bah oui, mais ça peut être chiant, quoi. Enfin, il faut du drama, il faut des choses à raconter, il faut des choses pour stimuler les lecteurs. Donc c'est vraiment la différence entre tout ce qui est réflexion, philosophie, essai et proposer du divertissement, raconter une histoire, des choses intéressantes, des choses qui font envie. On a parlé du financement, on peut compléter un tout petit peu, mais c'est vrai que surtout pour les grosses productions, ça s'approche du cinéma d'Hollywood, voire celle des basses, ça demande beaucoup d'argent. Donc ceux qui vont investir cet argent-là, ils veulent un peu des garanties que ça va plaire au public. Et là, ça m'amène à mon troisième point, c'est les joueurs, le public, les joueurs, les joueuses, on est aussi un petit peu responsable. On a besoin de divertissement, mais souvent aussi on préfère collectivement des choses où on détruit, parce que c'est plus fun que de construire. Des choses où on se défoule, où quand on est un peu jeune, on est attiré par la compétition, voir si on est un peu meilleur que les autres ou pas. Pas mal de ressorts qui sont les mêmes que ce qu'on retrouve dans le cinéma. C'est plus facile de financer Mad Max que de financer, on disait ça en préparation, Colline Verte de Serrault ou Kirikou. Il y a Michel Ossola, il a mis 5 ans à obtenir son financement, etc. Et puis pour aller aux États-Unis, il fallait mettre un pagne, mais il a refusé, donc c'est pas sorti. Donc la réalité financière de l'industrie, quand on veut faire des jeux ambitieux avec des gros moyens, c'est aussi répondre aux aspirations principales du public. Heureusement, ça a été dit, je le redis aussi, il y a de la place de plus en plus via les jeux indépendants pour d'autres approches. Et petit à petit, parce qu'il y a de la porosité entre les gens qui travaillent dans les jeux indépendants et les gros studios, ces idées-là et le besoin de valeur un peu positive infusent aussi sur les gros studios qui font des expériences ludiques. Chez Ubisoft, il y a dans les Assassin's Creed des voyages, donc c'est utilisé par les profs d'histoire, mais ça peut être utilisé pour faire du tourisme virtuel, des choses comme ça. Il y a des valeurs qui sont infusées, etc. Donc c'est en construction, mais c'est vrai que ces trois dynamiques, game design,
réalité financière, narration, et puis les attentes du public, quand on y réfléchit, nous amène des contraintes qui amènent au constat qu'on a fait. Alors, pour vous redonner la parole sur d'autres aspects aussi de cette question-là, on se demandait aussi si... Oui, si je peux réagir rapidement sur le financement, je voulais quand même dire aussi qu'on a quand même beaucoup de chance en France, parce que ce soit au cinéma, dans le jeu vidéo, on a des fonds d'aide à la production qui sont... Il y a une partie qui est gérée au niveau national par le CNC, mais on a aussi un fonds régional d'aide à la production de jeux vidéo qui permet justement de sortir de cette logique de financement qui demande une rentabilité maximum pour revenir sur le projet. Ça permet de faire exister des jeux comme les miens par exemple, et comme beaucoup d'autres en région et en France. Les autres clusters de jeux vidéo régionaux sont en train de monter un fonds avec leur également, pour que ce soit du côté du Nord. Tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est très simple. C'est important de le dire, je pense aussi qu'on a cette chance-là en France d'avoir une volonté politique de maintenir une diversité de la production française, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo et même dans la littérature aussi également. Et ça, c'est aussi grâce au public, parce que effectivement, plus que les joueurs, les joueuses s'accaparent ce média, ça devient une réalité culturelle forte. Et du coup, il faut aussi des exceptions culturelles, des voix dissonantes, des façons de faire différentes pour ne pas être piloté que par le côté industrie et financier qu'on a évoqué. Et là, effectivement, que ce soit en région ou au niveau national, il y a petit à petit des outils qui se mettent en place qui aident à faire exister ce type de projet, ce type de jeu. C'est super. L'autre partie que l'on voulait évoquer, c'était pourquoi... alors, on va passer dessus parce qu'on veut du temps pour vos questions, mais il y avait aussi, que c'était des idées intéressantes, parler des Robinsonades. Quand on parle d'utopie, c'est une des formes d'utopie. Avoir son monde à soi sur son île, comme Robinson Crusoe, et faire son monde comme on veut. Et il y a des jeux de survie où, effectivement, dans ces situations-là, on peut recréer finalement son monde utopique à soi sur son île déserte. Bon, c'est un peu anecdotique, un peu à la marge, mais c'était intéressant de l'évoquer. Il y avait d'autres petites choses à évoquer sur les pratiques, on y reviendra si on a du temps. Mais l'autre sujet qui est intéressant, et là je suis vraiment content que vous puissiez en parler avec la vision industrie, moyen important et plus petit moyen, c'est est-ce que toutes les techniques dont on parle beaucoup de world building devraient nous permettre de créer plus facilement des utopies si on a ça en tête, si on y pense, si on a envie de le faire. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ça, ou est-ce que ce sont des outils qui pourraient permettre de le faire plus facilement? Alors, vu que ce ne sont que des outils, en fait, ils sont soumis à la volonté de leurs utilisateurs. Aujourd'hui, en termes de technologie, on est parfaitement capable de créer des systèmes parfaits, où on interdit la violence, où on peut faire des mondes avec des ressources infinies. Quand j'étais bien plus jeune, j'utilisais un éditeur de jeu qui s'appelle StarCraft, où on pouvait transformer les cristaux en cristaux infinis, et du coup on pouvait miner à l'infini. Du coup, hop, plus de problème de ressources. Et puis demain, je fais un jeu vidéo, je prends Minecraft, j'enlève le combat. Et voilà, donc en fait c'est extrêmement facile en fait de créer des utopies. Après, créer des utopies intéressantes, c'est plus de l'ordre de la créativité du développeur que de l'ordre des outils ou de la technologie. Mais pour avoir travaillé sur un certain nombre de jeux vidéo avec des utopies qui sont partis en cacahuète, créer des mondes utopiques, c'est faisable en fait. On en fait assez souvent en fait en jeu vidéo. Un exemple Ubisoftien, ok, mais Ghost Recon Breakpoint part d'une utopie technologique qui est partie en sucette. Mais les développeurs, les artistes, on a construit tout un monde utopique basé sur les énergies renouvelables, l'évolution de la technologie pour prendre soin de la santé, etc. Donc tout ce background crée des utopies, on en fait très souvent, mais c'est des settings pour créer du divertissement derrière en fait. Alors, pour remonter le moral de tout le monde dans la salle, pourquoi c'est parti en sucette, ce monde utopie? À cause de l'armée. C'est souvent à cause de l'armée. C'est souvent à travers les pires prismes de la nature humaine en fait, que ce soit la violence, l'avarice, enfin les 7 péchés capitaux, ils sont pas là pour rien. Et ça guide beaucoup d'éléments perturbateurs des utopies. Je crois tout à l'heure qui disait que les utopies portent les graines de leur propre destruction. C'est souvent le cas en fait.
Oui, clairement, sur cette idée de construire des mondes qui auraient vocation à être des utopies, effectivement, on est très facilement. Enfin, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord, complètement proposé par le jeu vidéo. Si on prenne une série, bon, on a parlé de BioShock tout à l'heure, j'y reviendrai un tout petit peu, mais quand on pense à une série comme Deus Ex, qui est vraiment une série assez canonique et importante dans un monde qui a pu être proposé. Là, on est dans le cyberpunk et on est dans le transhumanisme. C'est littéralement un jeu qui nous propose des voies de ce que pourrait devenir l'utopie transhumaniste, et avec effectivement des voies qui dévient et pour lesquelles ça se déroule très mal selon plusieurs schémas, mais qui part vraiment d'un principe de quelle serait cette possibilité d'un vivre meilleur grâce à la technologie, et quelles en sont les déviances pour différentes raisons, que ça soit par rapport au fait que ça interroge la question de la modification du corps et de ce que ça peut induire comme rapport à soi-même et à la société, et c'est d'ailleurs le cas dans le tout dernier épisode, Mankind Divided, donc c'est dans le titre, hein, l'humanité divisée, de ce que ça va induire d'un point de vue sociétal. Et BioShock, c'est le même principe, c'est qu'on a un projet utopique qui est réalisé, donc l'utopie elle est bien là, sauf que nous on la découvre en tant que joueurs-joueuses, on la découvre une fois que l'utopie s'est pleinement réalisée, à savoir que on est sur un système qui s'est effondré lui-même parce que, et là ça me permet une petite parenthèse par rapport à l'idée de se faire financer ou non ce type de projet et d'être dans un média hyper massifié, c'est que ce qui est très intéressant, et ça peut reposer aussi sur le projet d'écriture, c'est que le projet de BioShock, il a été impulsé, bien évidemment c'est jamais une personne sur tous les gros studios comme ça, mais par Ken Levine, qui était un scénariste qui se voulait scénariste hollywoodien et qui a trouvé son chemin dans le jeu vidéo. Et là où c'est plutôt très fort sur le fait de se faire financer quelque chose qui a priori reprend complètement rebrousse-poil l'idéologie qui la finance elle-même, c'est que ce qu'on a peut-être du mal à imaginer depuis la France, c'est que BioShock, ça repose sur les principes philosophiques d'une philosophe qui est Ayn Rand, qui est une philosophe qui est très peu connue en France, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement lu aux États-Unis et qui a une importance énorme dans la mentalité qui a eu un poids énorme sur la culture de la période Reagan, par exemple, et qui est c'est une philosophe objectiviste, qui est libertarienne, et dont tout le projet, et c'est résumé par un de ses ouvrages qui est La vertu d'égoïsme, c'est l'égoïsme, c'est le seul moyen de faire avancer une société. Ça ne paraît pas exactement être ce qu'on entend comme une utopie. Ce que propose BioShock, c'est de montrer qu'est-ce que ça donne une société où l'utopie est la vertu cardinale. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet hyper capitaliste. Ça a été développé par un studio qui a été financé par une énorme boîte qui est 2K, qui est la boîte qui finance GTA. Donc on n'est pas sur du petit studio et on n'est pas sur des petits projets industriels. Et il arrive à se faire financer un projet qui explique que la société à laquelle vous appartenez, la société que vous mettez en avant, son projet, si on l'applique au sens strict, avec toute une implication sur pareil, ça fait le lien avec Deus Ex, mais sur des technologies du corps et des technologies du changement corporel, et de tout ce qui va avec, et si on libéralise tout ça, si on met tout ça en compétition, on arrive sur un système où l'individu est roi. C'est quand on arrive dans BioShock, une des premières scènes quand on arrive après le crash aérien qui est introduit, alors c'est pas du spoil, hein, on le voit au bout de littéralement 1 minute. On arrive dans un phare, et à l'entrée de ce phare, on a la tête du constructeur de cette utopie, Andrew Ryan, avec un magnifique bandeau en dessous et avec des lettres d'or qui écrivent, la citation va être approximative, mais pas de Dieu, c'est no king, pas de Dieu, pas de roi, juste l'homme. Et c'est le projet, l'homme en tant qu'individu, et l'homme en tant qu'individu, on arrive à un projet où tout le monde se bouffe le nez, littéralement, et où tout est parti en vrille, où à force de cupidité, d'avarice, on se trouve avec des enjeux de pouvoir qui font que chacun a voulu devenir plus puissant que l'autre, et ça crée ces fameux monstres qui sont au cœur du jeu. Et donc on a un projet qui est une utopie, financé par des gens qui croient en cette utopie, et le jeu nous montre qu'en réalité, ça ne peut conduire qu'à une dystopie. Donc je trouve que le parallèle est vraiment intéressant. Ouais, c'est très très juste, et merci d'avoir évoqué BioShock en détail. On voulait prendre le temps de le faire. J'aime beaucoup trop ce jeu pour ne pas l'évoquer. Pour ceux qui connaissent ça. Nathalie, tu voulais répondre? On donne aussi la parole à Geoffroy sur son avis sur le world building, ça peut permettre, et on passe aux questions. Merci.
Moi, je voulais répondre sur ta question initiale, donc, qui était sur le fait d'avoir les capacités techniques de créer un monde parfait. Alors, c'est ce que tu as résumé avec BioShock, en fait, c'est-à-dire qu'on aura beau créer le monde parfait, on y met des humains dedans. Et dans la mesure où l'utopie de l'un et la dystopie de l'autre, même si on a beaucoup de jeux MMO qui prouvent que la coopération est possible, les objectifs de chacun seront différents. C'est-à-dire que le monde sera parfait, il y aura peut-être des ressources infinies, il n'y aura peut-être pas de maladies, les personnages seront peut-être immortels, mais au final, il y aura forcément des envies différentes, et à un moment, ça va se cogner, quoi. Et ça, c'est compliqué, parce que même si on interdit la violence, même si on ne met pas d'argent, même, où ça viendra ennuyeux, où à un moment, les joueurs trouveront le moyen par eux-mêmes, parce qu'ils en sont capables, on l'a vu dans plein de MMO, de créer leur petit truc de leur côté, leur petite histoire de leur côté, et au final, c'est normal, parce que c'est la liberté aussi. Et une utopie sans liberté, ce serait plus une utopie non plus. C'est joli. Geoffroy ? Pas grand chose à rajouter sur tout ce qui a été dit. Sur le world building, moi c'est pas du tout ma spécialité je fais des jeux plutôt narratifs, c'est plutôt la narration ma spécialité. Après, on a parlé de BioShock, je pense que c'est important de parler de Dark Souls aussi. Et si on prend je sais pas si vous connaissez un peu ce jeu-là, quand on prend ce monde de Dark Souls, on arrive dans un monde qui est en dérédiction et qui est en stagnation en fait. Et l'échec de l'utopie dans ce monde-là, c'est simplement le temps. Quand on revient dans le passé du monde de Lordran, qui est le monde de Dark Souls, au moment de l'âge du feu, tout est parfait. Les dragons ont été vaincus, la flamme a été partagée entre 4 grands maîtres de la flamme et tout est ok. Le problème, c'est que Gwyn, qui a reçu la flamme de la lumière, veut prolonger cet état de grâce le plus longtemps possible, et ça, on arrive à une stagnation du monde, et un monde qui part en dérédiction juste parce que le changement est inévitable et qu'il faut l'accepter, et qu'il faut accepter que la flamme disparaisse pour passer un âge de ténèbres qui permettra le renouveau de la flamme plus tard. Et l'utopie ne peut pas durer dans le temps non plus, je pense, quoi qu'il arrive. Même s'il est parfaite à un moment T, le temps la rattrape. Super. Je peux... Ouais, rapidement. Très rapidement. Dans quelle question, très rapidement. Juste pour l'utopie, ça reste un idéal à atteindre. Dans un jeu vidéo, le fait de mettre un objectif commun, ça peut créer des paradigmes dans l'utopie où l'utopie devient possible en fait. Quand on a, je sais pas moi, admettons on fait un jeu où il faut construire une pyramide, tout le monde va construire, va se développer et trouver un moyen de s'épanouir dans le but de atteindre l'objectif commun, quoi. Et je pense que c'est une des manières qui permettrait de créer des mécaniques intéressantes sans violence, sans compétition, vraiment de la pure collaboration vers un objectif commun et avec de l'expression personnelle. Je pense que vers ça... c'est juste, et ça reboucle avec ce qu'on disait sur Hotel in the Desert tout à l'heure, le but était commun, il fallait que tout le monde aille vers le même but pour que le jeu soit réussi. Et ça a failli échouer pour des raisons humaines. Bon, super. Guillaume, je suis désolé, on laisse la parole à la salle. Alors avec le micro, s'il vous plaît, pour comme ça soit enregistré. Puis on fait un petit mot de conclusion après. Je me demandais en vous écoutant, surtout à la fin, est-ce que le problème c'est qu'au fond, s'il peut difficilement y avoir des jeux vidéo sur l'utopie, c'est parce que justement l'enjeu il n'est pas dans l'utopie, mais dans le passage, dans la transformation. Et si on change ce point de vue, on se dit, au fond, il y a le chemin et l'horizon, l'utopie est un horizon, il y a des chemins possibles pour y arriver, et donc potentiellement, il peut y avoir des tas de jeux vidéo extraordinaires mettant en scène les possibilités de chemin vers une société qui aura été transformée avec les ressources et autres, etc. Et là, c'est un immense chantier, il y a des tas de potentiels, on peut imaginer des tas d'histoires, des tas de conflits, d'opposition, mais constructifs, parce qu'on est dans un même enjeu qui est la transformation. Et donc, au fond, la question, elle est là. Est-ce que c'est pas le passage vers une autre société qui devrait être au fond de l'horizon, plutôt que juste on est en utopie, c'est parfait, ce qui, au fond, n'est pas vrai, parce que l'utopie n'existe pas. Qui veut répondre ? Quand on crée je parlais pour ma paroisse, mais sur la création d'open world, d'environnement de jeu très vaste, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer comment on dit en français, de la narration à travers l'environnement. Et c'est très intéressant de pouvoir
aborder ces sujets-là. Soit on peut créer de la narration en racontant un monde à travers ses cicatrices, soit on crée de la narration en montrant un chemin, comme vous le disiez, etc. Et en fait, tous ces potentiels-là, ils sont déjà énormément exploités dans le jeu vidéo. Je pense à Horizon Zero Dawn, qui est un jeu qui du coup post-apocalyptique, certes, mais où il y a plusieurs sociétés qui ont des tendances utopiques, où il n'y a pas vraiment de conflit. Dans le dernier notamment, il y a vraiment l'utopie agricole parfaite. Alors évidemment, il y a quelque chose qui se passe mal au milieu, mais c'est des chemins proposés qui sont extrêmement intéressants. Hein. Pour agir également, je pense qu'effectivement le jeu vidéo, à la différence de pas mal de médiums, il y a une interaction entre le joueur et le créateur qui est au centre du médium en lui-même. Et c'est vrai qu'on peut, grâce au jeu vidéo, on peut faire passer des messages extrêmement forts parce qu'on pousse le joueur à s'impliquer dans le message et dans la façon de le comprendre. Et c'est vrai qu'il y a probablement une opportunité intéressante pour changer un peu les mentalités à travers le jeu vidéo, à travers la façon de présenter ces choses-là. Merci. D'autres questions? Le temps que la question arrive. Oui, c'est cette notion de proposer des choix et de mettre donc le joueur qui va devoir interagir en situation de réfléchir avant de faire son choix. C'est très fort comme mécanique, effectivement. J'ai envie de poser une question. Est-ce qu'au final, le problème qu'on a pour raconter des utopies, c'est pas cette vision extrêmement figée que l'on en a, comme quoi ça devrait être une image fixe d'une société parfaite dans l'instant, et non pas d'une société qui serait capable d'évoluer, de changer en fonction des problèmes qu'elle a. Et est-ce qu'au final, un jeu qui parlerait d'utopie pourrait pas être un jeu où le monde tel qu'il existe est attaqué par une force extérieure, des extraterrestres, je ne sais pas, imaginons des tyrannides de Warhammer, qui arrivent sur un monde utopique, et les utopistes doivent, les citoyens de ce monde doivent trouver un moyen de combattre l'envahisseur et de sauvegarder leur utopie. Ou encore un jeu vidéo dans lequel un monde utopique se retrouve face à une nouvelle crise qu'il ne connaît pas et doit gérer les dynamiques entre différents groupes, un peu comme un Disco Elysium, dans lequel il faudrait sauver ce modèle de société face à ce changement. Tu poses la question de la résilience en fait, et c'est très intéressant. On pourrait l'appeler Exipus. Mais par principe, si une utopie rencontre un problème, à ce moment-là, elle n'est plus une utopie et elle peut rebondir effectivement et passer par une phase, c'est ce que tu disais avec l'âge sombre, comme Dark Souls, je te rejoins totalement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a besoin de ce problème pour qu'il y ait un enjeu. Ce problème peut être résolu et revenir à une société utopique. Ça, c'est tout à fait faisable, sauf qu'en général, tu as 150 heures de jeu entre le moment où l'utopie est attaquée et le moment où tu as résolu le problème, surtout quand c'est des tyrannides de Warhammer. Vous voulez réagir également? C'est bon? Alors on va prendre une autre question. Monsieur, combien de temps il nous reste? Il est 54. C'est la dernière question. C'était court. Un gros sujet. On reviendra en semaine lue. En vous écoutant, je repensais à ce phénomène qu'il y a eu dans Fortnite, c'est-à-dire un concert qui a eu lieu dans un jeu massivement multijoueur de tir. Et ça a été un moment un peu suspendu où justement il n'y a plus eu de violence. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas eu comme vous disiez, c'est pas un jeu du tout utopique, il est très hyper capitaliste, il est très violent, il est très toxique parfois aussi. Mais il y a eu un moment où il y a eu un moment commun et apprécié de tous les joueurs. Est-ce que ça ne serait pas un exemple de moment utopique dans un jeu vidéo? Je sais pas, c'est quand même une grosse publicité pour l'artiste aussi en question. Donc j'ai du mal à imaginer que ce soit en dehors d'une utopie très effectivement. Mais effectivement, cette question de l'utopie, je pense qu'au final, elle est plus du côté de l'usage que de ce que vont chercher à raconter les jeux. Parce qu'il y a toujours pour Horizon quelque chose de... Même un jeu si on veut qu'il y ait l'idée, justement ce qui est évoqué, de passage, qu'on aille vers quelque chose et que ça puisse être la possibilité de construire quelque chose ensemble, il y a toujours la notion de la fin
et on évoquait un gameplay qui consisterait à construire une pyramide, et évidemment, une fois que la pyramide est construite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la déception et la fin de l'utopie, elle n'est pas juste sur la fin du projet? Et effectivement, c'est quelque chose de... Voilà, enfin, là, on est presque dans de l'existentialisme pur sucre, hein, qu'est-ce qui se passe à la fin, quoi. Et il y a la notion de... C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais par rapport à la notion d'utopie, la thématique de l'Arcadie, c'est qu'il y a un moment, même dans une utopie, il y a un moment, à moins qu'on propose, mais là on est dans un autre type de récit qui pourrait être encore plus chiant, c'est dans une utopie où vraiment rien ne se passe, même la mort n'est pas là, qu'est-ce qu'il y aurait vraiment à faire dedans? Et effectivement, ça, d'un point de vue de l'écriture, ça me paraît compliqué. Par contre, d'un point de vue, si on revient à quelque chose de beaucoup plus concret, effectivement, dans les pratiques de jeu, c'est pour ça que moi, au début de l'intervention, la première chose à laquelle j'ai pensé, effectivement, c'était Minecraft et les usages qui peuvent en être faits. C'est une vie en communauté avec des règles qui ferait que ça se déroulerait bien, et qu'en plus il y a la question de la ressource qui fait que dans Minecraft, effectivement, on n'a pas la question de la ressource à se poser, parce que si on veut régler le jeu de manière à ce qu'on soit totalement à l'opposé du mode survie et qu'on soit sur quelque chose où on peut faire ce qu'on veut, là effectivement peut-être qu'un projet utopique peut se mettre en place. Super, merci beaucoup de conclure avec les pratiques, parce que c'est effectivement un des gros points qui nous a tous fait converger. Les jeux peuvent être violents ou pas, catharsis ou pas, etc. Les pratiques peuvent être beaucoup plus conviviales, solitaires, et ça se passe beaucoup dans le jeu vidéo pour ceux qui le connaissent. Donc on termine avec ce mot-là. On a dit que le temps, c'est ce qui cassait beaucoup d'utopie aussi. Voilà, c'est juste ce qui va arrêter notre conférence. On l'a cassé, on espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup d'être venus nombreux, de vous écouter. Merci à nos participants.